Alors, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Aujourd'hui, il va être sur la thématique de l'alimentation, la composante alimentaire du protocole auto-immune, aussi dit EIP. Il y a 5 piliers dans l'EIP. On va vous dire quels sont les 5 un petit peu plus tard et on va parler de l'alimentation aujourd'hui. Ah. Donc pour faire un petit topo sur bien-être auto-immune, qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est bien-être auto-immune? C'est une plateforme d'accompagnement qui est dédiée aux personnes qui souffrent ou qui vivent avec des maladies auto-immunes. Et elle est tout autour de l'approche du protocole auto-immune, qui est une approche holistique, naturelle et intégrative, avec des changements de mode de vie et des changements alimentaires qui aident à améliorer la vie des personnes vivant avec des maladies auto-immunes. Voilà, on a des ressources, des articles sur notre site internet, on a des webinaires qu'on fait tous les mois sur des thématiques différentes où vous pouvez poser vos questions. On a un annuaire de coachs aussi, qui sont des coachs certifiés EIP, spécialisés dans les maladies auto-immunes. Ça varie entre des nutrithérapeutes, des coachs de santé, des naturopathes, vous pouvez aller voir sur notre site. Et on a une petite newsletter aussi qu'on envoie tous les mois. Je me présente, moi je m'appelle Laurane Chemanda, je suis nutrithérapeute et coach EIP. Je suis basée aux États-Unis. Je suis spécialisée en santé intestinale et dans les maladies auto-immunes et les problèmes inflammatoires chroniques. J'utilise des outils tels que des tests fonctionnels, donc des prélèvements de sel, des tests de sensibilité alimentaire. Et bien sûr, j'intègre des changements d'habitude de vie et des changements alimentaires pour aider mes clients à retrouver la santé. Mon petit parcours à moi de maladie auto-immune, parce qu'on a tous un parcours, hein, tous les coachs EIP ont des parcours quand même autour des maladies auto-immunes. J'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2014. J'ai eu des douleurs très intenses, une poussée très violente, très, très rapide, où j'ai été au lit pendant 1 an et demi, bien 1 an et demi. J'ai réussi quand même à avoir un diagnostic assez rapidement, au bout de 6 mois, ce qui est relativement rapide. Et j'ai été mise sous anti-TNF. Avant ça, on avait utilisé une panoplie de différents médicaments qui n'avaient pas fonctionné. Et c'est en déménageant aux États-Unis que j'ai découvert la médecine fonctionnelle et la nutrithérapie et la thérapie fonctionnelle, pardon, la nutrition fonctionnelle, et que j'ai changé complètement mon alimentation. J'ai découvert le protocole auto-immune et j'ai intégré tout ça dans ma vie. Et en 18 mois, j'ai réussi à retrouver une santé totale, une rémission avec aucun médicament. Et puis zéro douleur, zéro symptôme. J'ai pu tomber enceinte. Et voilà, je vis une vie très pleine et pleine de bonheur aujourd'hui. Et donc, je veux rendre ça à la communauté auto-immune aujourd'hui, vu que j'ai réussi à retrouver la santé. Voilà. Alors moi, je m'appelle Jan Steele. J'ai fait un peu le parcours inverse de Laurane parce que moi, je suis canadienne d'origine, mais je vis aujourd'hui en France. Je suis consultante en thérapie nutritionnelle, enseignante de cuisine sans gluten et coach certifié du protocole auto-immune. Je gère une chambre et table d'hôtes 100% sans gluten dans les Cévennes. Donc, on est dans le parc national des Cévennes, dans le sud de la France. Je suis malade cœliaque depuis ma toute petite enfance, donc je vis avec une maladie auto-immune depuis toujours. C'est ma norme, je ne connais rien d'autre. Et je suis maman aussi de 2 enfants qui eux aussi mangent sans gluten. Alors, on va reprendre les bases des maladies auto-immunes, de comprendre quels sont les éléments déclencheurs. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux pourquoi l'approche du protocole auto-immune est utile. Donc, pour déclencher une maladie auto-immune, il faut 3 choses. Il faut une prédisposition génétique qui représente à peu près 30% des facteurs, un déclencheur environnemental et un intestin poreux. En sachant ça, l'EIP, ou le protocole auto-immune, adresse la partie de l'intestin poreux, avec des changements surtout alimentaires, mais aussi de mode de vie, et les facteurs environnementaux, avec surtout les modes de vie aussi alimentaires. Mais ces deux composants sont très complémentaires pour la régulation de l'intestin poreux, aussi dit hyperperméabilité
perméabilité intestinale et les facteurs environnementaux. Donc il faut savoir, et je pense que moi c'est ça qui avait vraiment débloqué la chose pour moi et la raison pour laquelle je me suis complètement plongée dans les IP, c'est quand j'ai compris que tout venait des intestins et que on a toutes les personnes qui souffrent d'une maladie auto-immune ont un point commun, c'est l'intestin poreux. Et aussi une dysbiose, il y a toujours une dysbiose, mais c'est l'intestin poreux, donc cette hyper-perméabilité intestinale qui est présente chez toutes les personnes qui ont une maladie auto-immune. Et je pense que ça, c'est très important à comprendre, parce qu'à partir de là, on sait par où commencer et on sait sur quoi on doit travailler. C'est la santé intestinale en premier lieu, et ensuite la santé immunitaire. Donc, qu'est-ce que le protocole auto-immune? Je vous ai déjà dit, c'est un protocole donc holistique et naturel qui sert d'outil pour les personnes vivant avec des maladies auto-immunes à la quête du bien-être, des changements alimentaires, des changements de mode de vie. On regarde aussi la connexion, on regarde aussi enfin, la connexion à la nature et aux personnes. On regarde aussi tout ce qui est sommeil. Il y a beaucoup de choses en fait qui englobent le protocole auto-immune. C'est pas uniquement l'alimentation. Aujourd'hui, on va vous faire le point sur l'alimentation parce que c'est vrai que c'est là où il y a beaucoup, beaucoup d'informations et qu'il y a beaucoup de choses à faire ou à pas faire. C'est important aussi de vous expliquer à quel point le protocole auto-immune, c'est pas quelque chose qui a été juste inventé comme ça, à partir de rien. Il y a énormément d'études. En fait, à la base, ce protocole, il a été développé à partir d'études sur certains aliments, donc des études sur la nutrition, en comprenant quel est l'impact de certains aliments ou de certaines molécules ou nutriments qu'il y a dans les aliments sur la santé intestinale et la régulation immunitaire. Par exemple, certaines lectines peuvent avoir, donc c'est des protéines qu'il y a dans des plantes, peuvent avoir un effet inflammatoire au niveau de la paroi intestinale, ce qui va engendrer cette hyperperméabilité intestinale. Donc c'est vraiment basé sur des centaines et des centaines d'études. Ça a été construit à partir de ça. Une fois qu'il a été développé, et il est développé depuis quand même bien... Est-ce que ça fait 15 ans maintenant, Jan, qu'il est développé aux US? Alors, le livre de Sarah Valentine est sorti en 2003 dans sa version anglophone. Il est sorti en français seulement l'année dernière, donc on voit bien qu'on a 10-15 années de retard par rapport à l'Amérique du Nord. Mhm. Par rapport à la disponibilité publique de ces informations dans la langue française. Et puis le programme pour former les coachs, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de progrès au niveau des essais cliniques et des choses comme ça, parce qu'il y avait davantage de personnes spécialisées dans le protocole pour pouvoir accompagner un échantillon de personnes, par exemple. Donc, le premier programme, nous sommes diplômés de 2017. Mhm. Voilà, donc il y a quand même eu un sacré chemin à partir de... Donc ça a commencé il y a 20 ans, sachant que ça fait partie des travaux qui sont très similaires des travaux de Dr Seignalais, Voilà. ouais, de GAPS aussi. Donc c'est quand même, c'est partie de choses qui sont encore plus anciennes, on va dire, qui ont beaucoup plus de recherches, mais ça a vraiment, l'EIP a pris forme il y a 20 ans et s'est pérennisé il y a peut-être 10 ans de ça. On dit souvent que c'est un peu l'aboutissement de la même logique que suivait Dr Kouzmine, Dr Lagacé, Dr Seignalais, tout ça. Donc ça, ce sont les protocoles ou les approches dont on a entendu parler souvent en français. Mais bon, la réflexion n'a pas été aboutie pour maintes raisons. Dr Seignalais, il est décédé. Enfin voilà. Donc, mais en tout cas, Dr Valentine, elle s'est inspirée de tout ce qui existait déjà dans la communauté paléo et dans les autres communautés, des chercheurs qui se penchaient sur l'identification des aliments et des comportements inflammatoires. Et donc, elle a vraiment codifié tout ça et a fait le pas supplémentaire d'aller spécifiquement identifier les aliments et les comportements inflammatoires qui avaient même un potentiel tout petit et possible de créer une réaction chez les personnes qui avaient justement ce système immunitaire un peu surréactif, quoi. Ouais. Et donc la beauté de la chose, c'est que maintenant on a quand même assez de recul pour avoir
des études cliniques en fait, et d'avoir des articles dans la littérature scientifique autour du protocole auto-immune. Donc il a quand même été trouvé et prouvé qu'il y a eu une nette amélioration chez les personnes qui vivaient avec des maladies auto-immunes. Notamment là, je vous en ai mis 3. Vous pouvez aller voir sur notre blog, on a un article qui parle de l'AIP dans la littérature scientifique et vous allez avoir tous les résumés de toutes ces études-là. Je voulais juste faire le point sur cette étude en particulier qui mesure l'efficacité du protocole auto-immune chez les personnes qui ont comment on dit, inflammatory bowel disease, Mickey. voilà, qui ont des MIGI. MCI. Donc cette étude, elle a été publiée en 2017 et donc elle a évalué l'efficacité des personnes qui ont été atteintes de maladies de Crohn et de rectocolite ou de colite ulcéreuse. Les résultats ont été les suivants. 73% des participants ont écrit avoir atteint la rémission clinique grâce à l'AIP. Pour ceux qui prenaient des stéroïdes, 32% ont rapporté qu'ils ont pu arrêter les stéroïdes après avoir commencé l'AIP. La majorité des participants ont commencé la réintroduction entre 5 semaines et 1 an après avoir commencé l'AIP. Seulement 13% ont eu besoin de plus de 12 mois sous l'AIP avant de pouvoir réintroduire. Moi, ça a été mon cas, c'est vrai. Le gluten et les solanacées sont les groupes d'aliments que la plupart des participants n'ont pas été capables de réintroduire avec succès. Ce qui a du sens parce que c'est vrai que c'est la catégorie d'aliments qui ont le plus de lectine, donc les plus de protéines inflammatoires. Donc c'est vrai que souvent le gluten, malheureusement, c'est une des catégories qu'on a beaucoup de mal à réintroduire. Voilà, donc pour faire le point sur les 5 piliers de l'EIP, aujourd'hui on va vous parler de l'alimentation, mais il y a la gestion proactive du stress, il y a le sommeil, le mouvement et la connexion à autrui ou la connexion à la nature. Jeanne, je te laisse prendre à partir d'ici. Ok, donc on va discuter aujourd'hui, on va se plonger dans la composante alimentaire de l'AIP. C'est vrai que c'est un peu intimidant au début, surtout pour les gens qui n'ont jamais peut-être vécu une alimentation d'éviction. À vrai dire, il y a 3 aspects ou 3 phases à l'AIP. C'est d'abord un système d'élimination et de réintroduction afin de réparer l'intestin grêle ou l'hyperperméabilité intestinale, mais aussi de s'assurer d'un équilibre hormonal parce que lorsque notre système immunitaire est en surréaction, on a un taux de cortisol qui est une hormone de stress qui est surélevé et presque en permanence, et ce stress va par la suite engendrer d'autres problèmes aussi. Donc, on veut calmer tout ça pour que le système immunitaire puisse arrêter d'abord de réagir à tout et n'importe quoi qui passe dans nos intestins poreux, mais aussi de calmer le système hormonal pour que les messages de sécurité et de santé soient ramenés au corps pour calmer la réactivité, la surréactivité. On dit souvent, moi je fais la maladie cœliaque, donc on va souvent entendre que la maladie cœliaque c'est une maladie digestive. Mais en fait non, c'est une maladie auto-immune. Donc le problème, oui, d'accord, il s'exprime par mon intestin, mais en fait c'est une maladie où le point de départ n'est pas mon intestin. Le point de départ, c'est mon système immunitaire qui est déréglé et qui permet à ce que mon corps s'attaque à mon intestin grêle. Et c'est pour ça que l'AIP comme protocole est efficace sur toutes les maladies auto-immunes, parce que chez quelqu'un qui fait de la maladie de Hashimoto, la maladie s'exprime au niveau de la thyroïde, mais le problème se trouve dans le dérèglement de son système immunitaire. Donc on va toujours à la base de la chose et la commonalité, enfin la partie qui est identique dans toutes les maladies auto-immunes, qui est le dérèglement du système immunitaire auquel on s'attaque en rétablissant l'intestin. Voilà, qui passe par toujours cette hyperperméabilité, oh là là, j'arrive pas à dire ce mot, hein, hyperperméabilité intestinale. Voilà. Ouais. Et donc, on essaie de retrouver ce cercle vertueux qui permette de calmer le système immunitaire pour que la maladie ou les symptômes de la maladie se mettent au silence.
Donc, comme je vous disais, il y a 3 phases. Il y a d'abord une phase d'élimination stricte. Donc, ce n'est pas le principe du 80-20, 4 jours sur semaine, on peut être un peu sérieux et les autres jours, on s'éclate. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'on essaie de s'y fier très strictement sur une période courte. Donc, la recommandation est qu'on essaie de s'appliquer de 30 à 90 jours dans la phase d'élimination stricte. La logique étant que si je suis allergique aux chats et que je vis avec 12 chats, bah, je peux donner 4 chats ou 8 chats, mais bon, mine de rien, je vis encore avec un certain nombre de chats et donc probablement que je vais être en réaction de toute façon. Donc là, on veut donner tous les chats. Et donc, on donne tous les chats pour un certain temps et après, ben, un par un, on va réintroduire les chats pour voir c'était lequel ou qui posait problème. Donc, la phase d'élimination va durer de 30 à 90 jours ou jusqu'à ce que bon nombre de mes symptômes se soient tangiblement améliorés. Ensuite, la phase d'entretien, enfin, je pense que là, la définition de la phase d'élimination, c'est la partie où parce que souvent, on va éliminer, une semaine, on va éliminer, parce que ça fait beaucoup quand même. Donc, une semaine, on va éliminer le gluten, la deuxième semaine, on va éliminer le laitage, par exemple, et puis graduellement, on va atteindre le plein protocole d'élimination strict. Et à partir de ce moment-là, le chronomètre démarre et on essaie de faire 30 à 90 jours. Et là, c'est la phase d'entretien. Mhm. Et ensuite, après ça, ben, il y a la phase de réintroduction qui est une approche très systématique, très documentée, où vraiment, petite quantité par petite quantité, un aliment à la fois. Maintenant qu'on a mis au silence la surréaction, alors maintenant, on essaie de réintroduire un aliment à la fois pour pouvoir réélargir mon alimentation, parce qu'on est tous d'accord que de manger trop peu de variétés dans notre alimentation, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on a fait le nécessaire à court terme pour pouvoir mettre au silence la surréactivité de notre système immunitaire. Mais maintenant, l'objectif final, c'est de réélargir au maximum mon alimentation tout en ne pas redéclenchant une réaction. Donc, maintenant que mon intestin, normalement, hyperperméabilité intestinale a été rétablie, c'était l'objectif principal de l'éviction de prime abord. C'est ça qui va permettre à ce que mes symptômes se mettent au silence. Maintenant que tout ça s'est rétabli, je devrais pouvoir réintroduire, mes anticorps se seront peut-être dissipés avec un peu de chance, et donc les réactions seront moindres ou bien pas du tout. Et comme ça, je peux identifier véritablement quels sont les aliments qui me posent problème et quels sont ceux qui peuvent maintenant être réintégrés. Je viens de repenser à un super exemple que tu m'avais donné, Jeanne, la dernière fois, à propos des réintroductions, parce que souvent on a des personnes qui nous demandent, on nous dit ouais mais je comprends pas, avant je ressentais rien, j'avais pas de symptômes, mais pourtant j'avais cette maladie auto-immune, mais je n'avais pas de symptômes digestifs particuliers ou je ressentais rien par rapport à ces aliments que j'ai éliminés, et maintenant que je les ai éliminés, je suis sensible. Ils ont souvent ça avec le gluten d'ailleurs. Et donc quand ils essayent de réintroduire le gluten, bah là ils sentent des symptômes et ils voient qu'ils sont sensibles, alors qu'avant ils disaient moi j'avais pas de sensibilité. Mais en réalité ce n'était pas le cas. Et tu avais dit un super exemple d'ambiance de librairie ou De cantine, ouais. Donc, l'analogie que je donne à mes clients souvent, c'est que quand on est en surréactivité totale, c'est un peu l'ambiance d'une cantine scolaire au collège, quoi. C'est le vacarme. Et donc, il a beau y avoir un aliment qui entre par la porte principale, on ne va pas l'entendre. C'est un vacarme, on n'entend rien, on a beau être archi allergique ou archi intolérant à cet aliment, on ne va pas entendre cette réaction-là. Donc, la phase d'élimination et la phase d'entretien, le but, c'est de diminuer le volume ou de supprimer cette surréactivité et de créer une ambiance de bibliothèque. De sorte que lorsqu'un aliment par la suite, dans la phase de réintroduction, entre par la porte, si une réaction surgit, ben on va avoir la capacité de l'entendre. C'était l'analogie, donc. Ouais, je trouve que ça expliquait très bien en fait. Ouais, c'est vif. Donc, qu'est-ce que c'est la phase d'élimination? Concrètement, on fait quoi? On mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange pas?
Donc, il faut se rappeler, et je pense que c'est l'erreur la plus fréquente que font les gens, c'est qu'on se penche sur les évictions, mais on ne met pas encore l'emphase sur qu'est-ce qu'il faut manger. On remplace avec quoi? Donc, toujours cadrer le programme de l'AIP en se disant que c'est une alimentation dense en nutriments. Donc, le but est d'augmenter la quantité de nutriments que l'on offre à son corps, d'inonder le corps de nutriments. Parce que le rétablissement et la restauration, ce sont des processus vachement nutrimentophages. Donc, déjà, il nous faut beaucoup de nutriments. On est souvent carencé quand on a un intestin hyperperméable, abîmé. Donc, souvent, on est en carence. Donc, de un, on veut refaire le plein de nos vitamines et de nos minéraux. Mais de deux, le processus de rétablissement demande beaucoup de nutriments aussi. Donc, densité nutritionnelle, c'est ça qui doit flasher dans la tête chaque fois. C'est pas juste d'éliminer ça, puis d'éliminer ça, puis d'éliminer ça, puis au final, j'ai très peu d'aliments que je peux manger et du coup, je mange une carotte et je mange une pomme et je me dis, mais oui, mais c'était les seuls aliments qui étaient conformes et donc c'est juste ça que j'ai mangé. Non, vous ratez la chose. Il faut se dire, bon, il faut se prendre au sérieux et se dire, qu'est-ce que je peux manger et comment est-ce que je vais faire pour subvenir aux besoins de mon corps au niveau des nutriments. Donc, comment on fait? Le bouillon d'os. Le bouillon d'os contient l'acide aminé préféré des muqueuses intestinales. Donc, si on est sérieux dans notre objectif de rétablir l'intestin poreux, il nous faut boire et inclure dans nos diverses assiettes, du bouillon d'os. Donc, il y a une grande variété. Heureusement qu'en France, la cuisine française nous permet toutes les bonnes sauces et toutes les bonnes soupes et tout ça. Et tout ça serait normalement à base de bouillon d'os. Donc, super. Mais attention, je veux juste souligner, bouillon d'os, ça ne veut pas dire le cube Maggi ou Knorr de bouillon qui a un goût de bouillon. Hein, c'est vraiment, c'est du vrai bouillon d'os qui est mijoté. Il faut que ça soit mijoté pendant minimum 12 heures, idéalement 18 à 24 heures, pour pouvoir relâcher toutes les bonnes acides aminés dont Jeanne parlait, la glutamine, le collagène et tout ça. C'est du vrai bouillon d'os qu'il vous faut avec des vrais os, des carcasses de poulet ou des os de bœuf. Ça coûte rien du tout et vous pouvez le faire à la maison. Mais c'est surtout pas les bouillons cubes. Ouais. Non. À la base de l'AIP, l'un des principes les plus importants de l'AIP, c'est qu'on bannit toute alimentation industrielle. Donc, si ça vient en carton, en plastique, en poudre, non, c'est pas bon. Donc, bouillon d'os. Ensuite, des légumes très variés. Il s'avère que les légumes, c'est les aliments les plus denses en nutriments sur la planète. Donc, les légumes feuilleux, les légumes des racines, voilà. Légumes variés. C'est incroyable le nombre de légumes qui existent dans le monde. Il existe beaucoup plus que les carottes et les panais. Il faut ne pas se sentir limité et puis il faut mettre un peu sa casquette d'explorateur et de dire bon, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas du tout comment le préparer, mais aujourd'hui, mon objectif, c'est voilà, de varier mon alimentation par le biais des légumes. Ouais. Ensuite, les abats. Dès qu'on se met à lire ou à faire des recherches sur des communautés ou des tribus ou des gens à l'époque paléolithique ou des civilisations encore nomades, on voit très bien que les abats font partie des aliments et qu'il y a une compréhension dans ces civilisations-là que les abats doivent servir et doivent être donnés aux personnes les plus fragiles de la tribu ou aux personnes en plus grand besoin de nutriments. Donc, la femme enceinte ou bien la personne âgée ou tout ça. Et donc, tout ça, cette intelligence ancestrale, on semble l'avoir perdue. Déjà,
nos civilisations modernes sont devenues un peu aseptisées et puis on se dit, oh, je ne veux pas toucher à ça, il y a un petit peu de sang, il y a un petit peu de... Donc, il y a ça. Et puis, on nous entraîne avec les poulets de batterie et puis la grande facilité. L'industrie préfère que nous achetions nos filets de poulet tout blanc, sans os, sans peau, enrobés en plastique et qu'on doive pas. Ils veulent faire à notre place, mais bon, il faut pas se rappeler que chaque fois que l'on choisit la facilité, il y a un coût. Et le coût, beaucoup plus souvent, très très souvent, le coût, c'est une perte au niveau de la valeur nutritive. Donc, les abats sont encore une fois parmi les aliments les plus denses en nutriments sur la planète. Donc, il faut non seulement pour l'environnement, c'est-à-dire quitte à tuer un animal, pourquoi ne pas se servir de tout, vraiment tout l'animal. Et puis ensuite, de varier les coupes permet de varier les nutriments auxquels on donne accès à notre corps. Les fruits de mer aussi sont très, très denses en nutriments. Donc, tout ce qui est coquillages, les moules, les huîtres, crevettes, tout ça. Et tout ça, ça compte comme abats. Souvent aussi, on les compte comme abats, les huîtres et les moules, les choses comme ça, parce qu'on mange l'entier animal. Donc, c'est parfait. Tout l'animal sert à notre corps. Donc, ça, c'est parfait aussi. Je veux rajouter un petit quelque chose sur les abats. Je pense en avance aux questions qu'on pourrait avoir. J'ai beaucoup de fois aussi des questions ou des commentaires sur les abats en disant non, mais tu vas pas manger du foie, c'est plein de toxines, parce que ça filtre toutes les toxines. Mais c'est pas du tout le cas. Le foie ne stocke aucune toxine, il filtre énormément, donc il a besoin d'énormément de différents types de nutriments qui stockent dans le foie. C'est pour ça que c'est très dense en nutriments, le foie. Donc, il stocke énormément de nutriments, de minéraux, de choses comme ça pour pouvoir filtrer. Mais sa capacité est simplement de filtrer, pas de stocker. Donc, on ne mange pas de toxines quand on mange du foie. Oui, et puis on se trompe, en fait. On s'induit en erreur en disant que c'est un filtre. Je pense que plus correctement, il faut imaginer que le foie, c'est la recyclerie. Donc, c'est pas le filtre qui attrape toute la cochonnerie et qui le stocke. C'est pas ça. C'est que c'est le foie qui doit maintenant, quand on va à la déchetterie ou à la recyclerie, alors on voit bien qu'il y a les bacs. Et donc, ça, c'est métal, et ça, c'est plastique, et ça, c'est ci, et ça, c'est ça, et ça, c'est ci. Et donc, le foie a cette capacité-là de retrier vers les différentes voies nécessaires tous les toxines qui doivent être triées. Il va les trier pour que ça puisse se dissiper, soit par les selles, soit par les urines. Ça, on peut le recycler. Ça, l'eau, et on va le rattraper. Et ça, donc, il faut imaginer plutôt recyclerie ou déchetterie comme image que filtre. Très bon exemple. Mm. Et donc, juste la dernière chose, rendez-vous sur notre site. On a plein de bonnes recettes pour vous dans notre catégorie recettes, mais on a aussi dans notre catégorie ressources et ensuite articles et autres blogs, on a mis des liens de plein de différents blogs qui ont des recettes et IP et paléo. Tout en français, hein, tout en français en plus. Bien sûr, tout en français. Donc, concrètement, on parle de quoi? La phase d'élimination. Donc, l'AIP nous encourage à supprimer toutes les céréales, qu'elles soient avec ou sans gluten, toutes les pseudo-céréales, qu'elles soient avec ou sans gluten, tous les laitages animaux, y compris chèvres et brebis, tous les œufs de tous les animaux, les oléagineux et les graines, les épices dérivées d'un fruit ou d'une baie, les solanacées, qui est une famille de légumes, et puis tous les produits industriels, donc les huiles végétales industrielles. En fait, c'est tout ce qui est industriel. Donc, si ça a été produit en usine, probablement que c'est pas ça. Oups. Les édulcorants raffinés et ou industriels. On va minimiser de manière générale, on va minimiser le sucre au max, sachant que le sucre est inflammatoire et peut créer, et puis commence à jouer dans nos hormones aussi. Donc, on va permettre un petit peu de miel, de sirop d'érable
de sucre de coco. Mais en tout cas, même le sucre blanc est un produit raffiné, industriel. Même la cassonade, tout ça, on va éliminer tout ça. On va plutôt sucrer par le biais des dattes, des purées de pommes, des bananes, enfin voilà, des aliments, des produits bruts. On supprime aussi les légumineuses, on supprime bien évidemment l'alcool, et puis tout ce qui est ingrédients chimiques, les additifs, les conservants, tout ça, les œufs, je sais pas quoi, ça, c'est niet. Mhm. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y J'ai répondrons vu à qu'il y la avait une question. Il n'y a aucune viande blanche, jambon, bien sûr, bien sûr. Alors, les jambons, il faut faire attention de choisir vraiment un jambon qui soit que jambe de porc et sel. Le bacon, par exemple, c'est plus facile de trouver un bacon conforme à l'AIP en Amérique du Nord, je trouve. J'en ai pas encore trouvé en France. Par contre, un prosciutto, les ingrédients, c'est que porc et sel. Donc ça, c'est parfait. Mais quand on parle de tranches de poulet, c'est un produit quand même industriel, c'est pas juste du poulet. Vous voyez bien que c'est une tranche, donc ça a été, quand on pense à l'industrie agroalimentaire, ils ont pris, oui, certes du poulet, mais aussi autre chose. Ils en ont fait une sorte de bouillie qu'ils ont ensuite mis sur des plaques et qui a ensuite regélifié, qu'ils ont retranché, recoupé. Donc ça va pas passer parce qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients, y compris des œufs, des Je additifs pense qu'il est industriels. important, c'est d'apprendre à lire les étiquettes et de se dire à partir du moment où il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, qui est du charabia, soit avec des numéros, un E avec des numéros par la suite, ou un nom à rallonge qu'on ne comprend pas, c'est que c'est sûrement une mauvaise idée, c'est pas AIP. Par contre, la viande en soi, vous avez le droit de manger tout type de viande, vraiment, il y a les viandes blanches, les viandes rouges, peu importe quel type de protéines animales, sauf les œufs et les laitages. Mais c'est vrai que ce que Jeanne dit, c'est que on vous encourage à manger le moins industriel possible aussi dans ces catégories de viande et de bien lire les ingrédients. Il vaut mieux privilégier un bon poulet fermier qu'on cuit sur la carcasse, au four, qui va bénéficier de beaucoup plus de nutriments que même juste un simple blanc de poulet. C'est... Voilà. Le principe, donc l'AIP à la base, c'est une variante de l'alimentation paléo. Donc, c'est une approche qui s'informe des méthodes ancestrales. Donc, si on imagine comment nos ancêtres auraient vécu, ben, c'est sûr que nos ancêtres ne mangeaient pas des E148 et des ça n'existait pas. Donc, et puis, bon nombre ce qu'on appelle des produits bruts, même aujourd'hui, bah, ce sont des aliments qui n'existaient pas non plus il y a 10 000 ans. Donc, beaucoup de nos aliments modernes n'existent que depuis 200 ans. Donc, si on prend l'exemple très banal de la farine blanche, la farine de blé blanche, mais le point auquel elle est raffinée aujourd'hui, ça, ce produit-là, ça n'existe que depuis le début du 19e siècle, Mhm. alors qu'on a inventé les meules en fer. Parce qu'avant ça, il n'y avait que les meules en pierre, et les meules en pierre ne pouvaient que grossièrement moudre les grains de blé. Donc, on avait une farine de blé qui était beaucoup plus crue et beaucoup plus grossier que ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est très raffiné. Donc, imaginez que les gènes, mes gènes, moi, aujourd'hui, sont les mêmes que la personne sur Terre qui vivait il y a 10 000 ans. Donc, les gènes sont les mêmes, les besoins corporels physiques sont les mêmes, alors que notre alimentation et notre mode de vie aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ce que vivait la personne il y a 10 000 ans. Mais les besoins sont les mêmes. Et donc, c'est là qu'il y a une incompatibilité. Et l'explication de bon nombre de nos maladies dites de civilisation se trouve là. Voilà, donc cette phase d'élimination, c'est celle dont on vous parlait qui est de 30 à 90 jours, c'est l'élimination stricte. Et ensuite, il y aura la phase d'introduction. Juste à propos de ces aliments-là,
on a créé un PDF qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur notre site, qui s'appelle Les aliments à inclure et à éviter. Et il y a la liste exhaustive de tous les aliments auxquels vous avez le droit et auxquels il faut éviter. Si jamais vous vous posez des questions, il y a un petit résumé que vous pouvez imprimer, coller sur votre frigo. Et sinon, il y a des pages où c'est vraiment, ça rentre dans les détails. Si vous avez des questions, même à comprendre ce que sont les solanacées, par exemple, si on ne connaît pas, ou les pseudo-céréales, il y a la liste dans ce PDF. Donc, la phase d'entretien va durer de 30 à 90 jours ou bien jusqu'à ce qu'une amélioration tangible de bon nombre des symptômes surgisse. Donc, moi, dans mon cas, je l'avais suivi pendant 11 mois parce que j'étais trop contente de me sentir bien. Et donc, je me disais, ben, waouh, ça fait du bien quand même quand on passe un petit moment ou un moins petit moment où on se sent vraiment misérable, de retrouver, d'avoir le brouillard cérébral qui part et de retrouver une pêche, ça fait plaisir. Et tous les efforts valent le coup quand on se sent tout d'un coup, on regagne. Moi, j'ai eu l'impression de perdre 10 ans. Je me suis dit, wow, enfin, je me retrouve. Voilà. Donc, moi, au final, j'ai suivi l'élimination stricte pendant 11 mois. Il y a toutes sortes d'aspects aussi un peu psychologiques à la chose. Et donc, le danger, c'est qu'on finisse par avoir peur de réintroduire certains aliments et ça, c'est pas utile. Donc, on n'encourage personne de suivre la phase d'élimination à la vie. C'est pas utile. C'est pas dangereux. Mais le but étant une alimentation la plus large que possible, ça vaut la peine de passer un petit moment à essayer de réintroduire certains aliments, même si c'est que pour gagner un petit peu de résilience ou un petit peu de facilité au niveau du mouvement, parce que c'est sûr qu'en France, déjà le sans gluten, les gens paniquent. Alors imaginez si vous arriviez au resto avec cette grande liste, enfin, ça ne va pas le faire. Sauf chez moi. Venez chez moi et je vous accueille avec joie. Donc, la recommandation, c'est que justement, si au bout de 90 jours, vos symptômes ne se sont pas améliorés, vous ne ressentez aucun bienfait de ce protocole quand même qui demande un investissement de temps et d'énergie assez important, alors on dit, il y a quelque chose qui cloche. Soit il y a un autre problème sous-jacent qu'il vaudrait mieux tâcher d'identifier, soit il y a un problème dans l'application de l'AIP, mais en tout cas, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal. Habituellement, en très peu de temps, 2 semaines, 3 semaines, 30 jours, normalement, en tout cas, je ne connais personne dans ma clientèle qui n'a pas ressenti un mieux-être tangible assez vite. Donc, si ça fait déjà 3 mois que vous appliquez et que vous ne voyez pas de bienfait, cherchez de l'aide. Et on est là pour vous aider. C'est pour ça qu'on s'est formé dans le protocole. Donc, on est là pour vous donner un coup de main. Voilà, et donc il y a une liste d'annuaires, il y a un annuaire avec une liste de coachs sur notre site internet qui sont formés à l'AIP, qui peuvent vous aider à essayer de comprendre est-ce que vous avez bien tout appliqué et peuvent vous aider à vous tenir la main tout le long du process. Mais il y a aussi plus bas une liste de médecins qui ne sont pas du tout AIP, qui ne connaissent pas d'ailleurs sûrement pas l'AIP, mais ce sont des médecins de médecine fonctionnelle. Il y a des naturopathes, des nutrithérapeutes. C'est vraiment des médecins qui ont cette approche plus holistique que l'allopathie classique qu'on connaît, qui n'a pas trop pour but de creuser, chercher la cause profonde du problème. Donc voilà. Donc ensuite, quand on vient à la phase de réintroduction, c'est une phase qui est très individualisée. À la fin de ce processus, l'alimentation de Laurent ne va pas forcément ressembler à mon alimentation, ne va pas forcément ressembler à une autre personne qui a suivi le même protocole. Pourtant, c'est le même outil pour tous. Mais la phase de réintroduction va permettre à ce que chacun d'entre nous identifie les aliments qui nous posent problème à nous individuellement. Et pour moi, c'est peut-être les œufs, et pour Laurent, c'est peut-être les poivrons, et pour un autre, c'est peut-être le laitage, j'en sais rien. Mais donc, à partir de là,
Et comme on a dit tout à l'heure, souvent le gluten demeure comme ligne, comme une ligne infranchissable que chaque fois qu'on essaie de réintroduire, alors ça, hop, ça c'est une barrière qui est beaucoup plus fréquente. Mais par contre, il y a beaucoup de jeux dans tout le reste, je dirais. Ouais. Donc, on y va de manière systématique. D'abord les jaunes d'œufs. Et quelle est la logique? Mais donc, on réintroduit les aliments qui vont avoir le plus faible potentiel inflammatoire. Donc, on ne va pas tout risquer à la première réintroduction. On ne va pas risquer réabîmer un intestin qui est quand même peut-être un peu fragile encore. Avec la première réintroduction, on va commencer avec un aliment pas trop inflammatoire, mais qui va donner, par contre, une plus grande ouverture vers une alimentation plus facile, entre guillemets. Donc, on commence avec les jaunes d'œufs. On sait que les blancs d'œufs sont plus inflammatoires que les jaunes d'œufs, donc on commence d'abord qu'avec le jaune d'œuf. Et ensuite, plus tard, on va faire les blancs. Il y avait une question, je crois. Combien de jours entre chaque réintroduction doit-on respecter? Alors, c'est surtout Très bonne question. donc, si on ressent, c'est un peu au feeling, je dirais, parce qu'on va démarrer avec une toute petite quantité, vraiment une quantité presque infime de l'aliment en question, parce qu'on sait très bien que le danger, c'est de déclencher une surréaction inflammatoire. Donc, imaginez le cas des gens qui sont allergiques aux fruits à coque. Ben, ça prend vraiment pas du tout de quantité. La dose est très petite et la réaction est forte. Donc, on prend d'abord une toute petite quantité et c'est tout. Et on attend. Donc, ça prend à peu près, moi je dis que ça prend une semaine par aliment. Il faut se programmer, il ne faut pas être pressé pour se programmer une bonne semaine par aliment. Le premier jour, je vais prendre une toute petite quantité et je vais faire rien d'autre. Et habituellement, on ne voit rien. Le lendemain, je vais prendre peut-être une cuillère à café de ce même aliment et je vais l'ingérer. Et si j'ai toujours pas de réaction, et la réaction, il faut se rappeler que la réaction peut surgir tout de suite, mais la réaction peut surgir aussi seulement lors de la digestion. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir digéré l'aliment et c'est au niveau de l'intestin grêle qu'il va y avoir une réaction d'évacuation ou des douleurs ou des gaz. Donc, premier jour, petite quantité. Deuxième jour, cuillère à café. Troisième jour, une portion normale. Si j'ai toujours pas eu de réaction, donc troisième jour, une portion normale. Et encore une fois, on observe et on note. Donc, la phase de réintroduction s'accompagne d'un carnet et puis je prends des notes et je des mesures. Des mesures au niveau du sommeil, au niveau de comment je me sens le lendemain, au niveau parce que ça peut s'exprimer par la fatigue, ça peut s'exprimer par les selles et le transit, ça peut s'exprimer par des coups de barre et des baisses d'énergie. Enfin, il y a plein de signaux et de signes que mon corps peut m'envoyer et je ne vais les entendre que si je suis véritablement à l'écoute. Donc, c'est le principe de la bibliothèque maintenant. L'aliment entre et qu'est-ce qu'il fait de cet aliment? Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il agit de manière bizarre? Donc voilà, qu'est-ce qu'il déclenche comme réaction? Et je note tout ça. Et donc, si au quatrième jour, je me sens toujours bien, j'ai bien dormi, j'ai pas de mal de tête, j'ai pas de coups de barre inexplicables et inexpliqués. Alors là, je peux peut-être répéter l'ingestion de cet aliment parce qu'on sait très bien que c'est toujours la dose qui fait le poison. Et il y a certains aliments que, en petite quantité, ça passe. Mais que si j'en mange tous les jours, là, ça va déclencher un truc, j'ai passé un seuil et puis ça ne marche pas. Donc, c'est cette danse-là avec chaque aliment. C'est pour ça que moi, je dis à mes clients à peu près un aliment par semaine. Et comme ça, on a une bonne idée. Et si jamais il y a une réaction, mais donc ça nous donne aussi quelques jours pour reprendre le schéma de l'élimination stricte et rétablir avant de tenter une introduction différente. Voilà, ça c'est la logique. Je vais poster sur le blog, on va poster un article qui va détailler un peu les étapes.
de réintroduction parce qu'il y a 4 étapes différentes. On va pas forcément tout vous lire là, mais vous pouvez voir ici, on a 4 étapes de réintroduction et on va aussi mettre la méthode de réintroduction que Jeanne vient d'expliquer. Et puis, je dirais que ce qu'il faut se rappeler aussi, je vous explique mon cas personnel à moi, par exemple, c'est que le but de tout ça, c'est de gagner en résilience. La santé n'est pas une chose fixe. Ce ne l'est pas pour les gens qui n'ont pas de maladie auto-immune, ce l'est encore moins pour les gens qui ont une maladie auto-immune. Donc, le but, c'est pas de se dire, OK, là, ça y est, tic, je suis en santé. Et maintenant que j'ai atteint la santé, c'est un état permanent. Non, je pense pas, parce qu'il suffit que vous dormiez pas bien, bah, vous allez être affaibli, ou que vous buviez trop, vous allez être affaibli. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Donc, en fait, la vraie danse, c'est de regagner une certaine résilience au niveau de la santé que vous puissiez ensuite gérer par vous-même, par vos choix alimentaires, par vos choix au niveau du mode de vie. Si je sais que je vais avoir une semaine stressante parce que je vais avoir, bon, dans mon cas, 12 personnes qui vont passer à la chambre d'hôte et que je vais devoir cuisiner tout le temps, bon, d'accord, mais la semaine précédente, je vais sans doute me refaire la phase d'élimination stricte pour gagner en résilience, pour que mon système immunitaire soit au plus fort que possible. Je vais aussi m'assurer de me coucher tôt dans les jours qui précèdent la semaine intense. Et donc, tout ça pour me permettre de mieux encaisser le coût de la semaine stressante. Mais donc, ça me donne un outil de gestion de ma vie, en fait, et de ma santé. Et je pense que c'est là le vrai pouvoir de l'AIP, c'est que ça nous remet le contrôle dans nos mains à nous. Je n'ai pas besoin d'un médecin qui va me dire ah, prenez ce médicament, prenez ceci, et puis hop, n'y pensez plus. Si, non, je veux que ce soit mes choix à moi qui. Et dans mon expérience, ça marche. C'est un investissement en soi-même. Et je pense que c'est... Ouais, il y a pas mal de personnes qui font ça aussi, qui se font une cure 1 ou 2 fois par an, même s'ils vont plutôt bien, ils se refont une cure 1 ou 2 fois par an. Et c'est vrai que ça peut permettre de reset. J'aime bien cette idée-là. Ouais, et en tout cas du côté anglais, même chez nous ici, j'ai programmé cette année, on a 3 retraites AIP. Et parfois, les clients qui viennent assister à la retraite AIP, c'est justement les gens qui veulent se faire un reset, mais sans avoir à faire tout le travail eux-mêmes, parce que là, ça va être moi qui vais cuisiner pour eux. Donc, ils se disent, bah, chouette, et en plus, c'est dans la nature, et en plus, et on a les massages, et on a le spa, voilà. Donc, il y a c'est un investissement, encore une fois, en soi, en sachant que bah, je fais une maladie auto-immune, j'ai pas envie de me refaire toute une phase d'élimination, mais si lors de mes vacances, je peux passer mes vacances en pleine campagne, sous le ciel, à manger dehors, à manger des choses qui sont conformes à ce dont mon corps a besoin, ben chouette. C'est sûr. Ok. Bon, on va pas, encore une fois, on va pas vous détailler toutes Ça, c'est des étapes de réintroduction. les étapes de réintroduction. Il y a... Ouais. Ouais, vas-y. Et donc, l'autre possibilité pour les gens parce qu'on sait bien que la francophonie est très vaste aussi. Donc, il y a des gens qui vont peut-être entendre ça, qui habitent au Québec, qui habitent au Liban, qui habitent au Maroc, qui habitent en Algérie, qui habitent en Afrique, au Sénégal. Enfin, voilà. Donc, si pour vous, c'est pas imaginable que de pouvoir venir en France et faire une retraite AIP, ben, ce qui est chouette, c'est qu'on a plusieurs collègues qui se sont mis ensemble pour offrir un programme en ligne. Et donc, c'est un accompagnement, un programme d'accompagnement en français sur 6 semaines et ça vous guide étape par étape pour la phase d'élimination pour que vous ayez des gens à qui poser vos questions. Et donc, vous vous sentez moins seul. Il crée une communauté et vous pouvez parler entre vous avec les autres clients qui suivent le protocole de la même manière. Et ça permet donc d'accéder à un accompagnement pour un prix moindre qu'un accompagnement personnel. Voilà, et vous avez 20% de réduction avec le code BEAI. Bien.
Et ce sont des personnes très bienveillantes, on les connaît. Oui, on les connaît. OK, bah, alors on vous a fait un petit peu le point sur l'alimentation, la composante alimentaire. Évidemment, on aurait pu parler pendant encore des heures parce qu'on aurait pu rentrer dans des détails pas possibles, autour des aliments. Mais, le but, c'est aussi, de vous faire un premier jet sur, ce que c'est. Si vous avez plus de questions, posez-les nous. Si vous avez encore des questions après ce webinaire, allez sur le site Bien-être auto-immune. On essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'informations. Bon, on travaille sur ce projet de manière bénévole. C'est un projet en plus de notre activité, hein, donc on fait ce qu'on peut pour essayer de le faire vivre un maximum. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, exactement. Mais il y a des articles qui sont publiés régulièrement. Là, comme je vous disais, il va y avoir un article sur les étapes de réintroduction. Et donc, allez voir sur notre blog, allez voir dans la page ressources de bien-être auto-immune et vous allez trouver normalement toutes les réponses à vos questions. Je pense que l'idée, la ligne directrice de tout ça aussi, c'est de vous faire comprendre que c'est pas un protocole comme d'autres qui sont un peu que l'on peut prendre un peu à la légère. C'est un investissement de temps, un investissement d'énergie, mais ça prend tout ça parce que c'est complet, ça va toucher à toutes les facettes de votre vie et on dit que c'est une porte vers un avenir meilleur, mais où vous allez être demandé à réévaluer tout, pas que de manger ceci ou de manger cela. Ça, franchement, c'est très superficiel. Vous allez être amené à réévaluer votre mode de vie, votre sommeil, votre stress, tout. Les facteurs environnementaux, ouais. Alors, quelle est la différence avec le régime FODMAP? Tu veux, Laurent, tu veux? Ouais. Alors, le régime FODMAP, c'est très différent puisqu'il s'attaque uniquement à la résolution, où il essaye de résoudre les problèmes de SIBO. Donc, SIBO, Euh, c'est puis, Small. pas de puis pas de résoudre, mais d'éviter. Ouais, Enfin, de ne plus déclencher. ouais, mais malheureusement, bon, ce régime, justement, dans la littérature scientifique, montre de moins en moins d'efficacité face au SIBO, parce qu'on se rend compte que le SIBO, c'est pas uniquement... En fait, avec le régime FODMAP, c'est qu'on va éviter les aliments qui sont hauts en FODMAP, qui vont avoir des tendances à putrifier et fermenter au niveau du petit intestin. Ce qui fait que ça va nourrir les bactéries qui ne sont pas censées être, qui prolifèrent au niveau du petit intestin. Donc, c'est qu'elles ont débordé pour plusieurs raisons. Elles vont remonter le long du gros intestin, donc de l'intestin grêle, passer le sphincter et rentrer dans le petit intestin, mais elles n'ont rien à faire là. Et donc, les aliments hauts en FODMAP vont réagir avec ces bactéries, créer de la putréfaction, de la fermentation, ce qui fait qu'on va avoir des symptômes de ballonnement. Ce régime FODMAP, il élimine ces problèmes, il élimine ces facteurs qui vont créer ces symptômes, mais il n'élimine pas le problème. Il ne va pas à la source et il ne va pas chercher la cause profonde et la source du SIBO. Et la source du SIBO peut être très variée. Il peut avoir un problème de motricité, il peut y avoir un problème de fonction digestive, un problème aussi de dysbiose. Voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu dans le SIBO. Donc, tout ça pour dire que le FODMAP, c'est vraiment spécifique au SIBO et c'est pas forcément un régime qui va avoir des vraies retombées si on ne fait pas des choses à côté pour chercher la cause profonde du SIBO. Alors que les IP, c'est pas du tout fait pour le SIBO, c'est pas du tout en fonction de SIBO, absolument pas, même si ça peut quand même vous régler pas mal de symptômes liés au SIBO, hein, des ballonnements, des problèmes de dysbiose. Ça régule aussi les problèmes donc de mauvais équilibre. Une dysbiose, c'est un mauvais équilibre des bactéries qu'il y a dans les intestins, donc du microbiote. Et donc, en fait, les IP, c'est vraiment, comme on vous expliquait, c'est un but d'enlever tout ce qui est inflammatoire de l'alimentation, de rajouter tout ce qui est très fort en nutrition, donc très nutritionnel, et de retrouver un équilibre à ce niveau-là, de permettre de réguler l'inflammation qui est au niveau de la muqueuse intestinale, de guérir la paroi intestinale, donc cet intestin poreux qui a des micro-fissures,
et de réguler le système immunitaire. Voilà, un peu la différence. Une autre question, dans la phase d'élimination, comment savoir si au bout des 90 jours, on a bien réparé notre intestin? C'est une très bonne question. En fait, on se fie aux symptômes. On se fie vraiment aux différents symptômes qu'on peut avoir digestifs, mais aux symptômes qu'on peut avoir aussi en rapport avec notre maladie auto-immune et d'autres symptômes qu'on peut ne pas croire être en rapport avec notre maladie auto-immune, mais qui est aussi en rapport avec notre état de santé. Et ça peut être des choses. Ça, c'est une raison pour laquelle c'est important et c'est une bonne idée de travailler avec quelqu'un qui s'y connaît et d'être suivi tout au long de ce parcours avec un naturopathe, un coach IP, un nutrithérapeute qui ont cette compréhension aussi de voir, voilà, est-ce que votre sommeil, du fait d'avoir un coup de barre après les déjeuners, du fait de se réveiller dans la nuit pour aller faire pipi, c'est des choses, on se rend pas compte, on se dit ouais, c'est normal, mais en fait, ça fait partie aussi de cette panoplie de symptômes qu'on va évaluer. Et donc, si au bout des 90 jours, on se rend compte qu'on a une nette amélioration, on peut commencer à réintroduire des choses. Mais comme on vous disait, moi, c'est vrai que ça a été mon cas. Moi, j'ai fait la phase d'élimination stricte pendant 6 mois avant de réintégrer pas mal de choses. Et toujours aujourd'hui, je n'ai pas réintégré les solénacées. Donc, c'est tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre et piments. Et je n'ai pas réintégré les céréales. Donc, à chacun, voilà, parce que parce que je les supporte pas et parce que ça me réussit pas, mais à chacun son régime. Et Et puis, je dirais aussi qu'il faut pas tomber dans l'écueil de dire c'est bon, j'ai fait 90 jours, mon intestin doit maintenant être réparé. Je peux maintenant retourner à manger comme ce que je mangeais avant de faire tout ce parcours. ouais, Non, non. Justement, parce que si on en est arrivé là, c'est aussi parce qu'on avait un mauvais parcours, on avait pris le mauvais chemin. Donc, contrairement à d'autres alimentations qui seront des cures un peu plus temporaires, mhm, pour s'adresser à une problématique plus superficielle, là, on parle des maladies auto-immunes qui sont des maladies avec lesquelles on va vivre à la vie. Et sachant que la vie va sans doute nous faire face à des hauts et des bas de toutes sortes, le but, c'est de maximiser notre résilience mhm. pour pouvoir bien vivre avec nos maladies auto-immunes. Voilà. Donc, nous avons cette fragilité en nous, nous devons la comprendre et la gérer. C'est une maladie chronique Ouais. que nous devons maintenant arriver à gérer. Donc, c'est pas, OK, fais ça pendant 90 jours et ensuite, basta, tu peux maintenant... Bon, il y a aussi savoir qu'il y a aussi des aliments particuliers ou des nutriments particuliers, des compléments alimentaires qui sont bien à faire en parallèle, comme la L-glutamine, la quercétine, le curcuma. Il y a plein de choses en fait qui ça rentre dans un protocole un peu plus global. Là, on vous en a pas parlé, mais suivez-nous sur Instagram parce qu'on va parler de certaines choses comme ça, de vous donner certains outils sur Instagram et on va faire d'autres webinaires sur des thèmes, sur des thématiques différentes, dont les compléments alimentaires. Donc suivez-nous sur notre newsletter et sur Instagram. Il est 32, donc on va vous laisser. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce webinaire. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter aussi sur notre fiche contact de notre site internet et on sera là pour répondre à toutes vos questions. Merci, Jan.